Bonsoir Marie-Laure et Bora, bienvenue au CGJ, Cercle de généalogie juive. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes une jeune chercheuse, jeune et brillante chercheuse, vous êtes élève à l'école normale supérieure d'Ulm, agrégée de lettres classiques, et vous allez nous parler des catacombes romaines à Vigna Randannini, à Rome, via Appia. Sont des catacombes juives romaines du 2e au 3e siècle, et votre étude va porter plus particulièrement sur l'onomastique, des épitaphes d'enfants, et au-delà, vous aborderez sans doute d'autres problématiques, comme la question du rapport à l'identité religieuse, le phénomène d'acculturation par rapport à la civilisation gréco-romaine, ou la question des langues de ces communautés juives romaines. Ce dernier point, d'ailleurs, avait déjà été, nous avons eu l'occasion d'en entendre parler et de le lire, en particulier dans un numéro de la revue À voter nous, par Sacha Beider, Alexandre Beider, ici présent, que nous remercions de sa présence. Je vous demande d'éteindre votre micro. Vous pourrez ensuite poser des questions oralement ou par le chat. Et ensuite, vous savez que vous pourrez revoir et faire circuler, transmettre cette conférence, puisqu'elle sera enregistrée et mise en ligne sur la chaîne YouTube de notre cercle. C'est à vous, Marie-Laure. Voilà. Merci beaucoup, Claire, pour votre présentation. Donc, je tiens à redire combien je suis enchantée de faire aujourd'hui cette conférence pour le Cercle de généalogie juive. Et je tiens bien évidemment à vous remercier chaleureusement, donc vous avec qui j'ai pu échanger déjà à maintes reprises sur ce sujet, sur la famille, sur l'Italie. C'est toujours un plaisir. Et je tiens également à remercier donc Madame Joëlle Alouche, donc vice-présidente du Cercle, pour son invitation. Donc c'est un pur plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous quelques aspects de mon travail de recherche de Master 1 dédié aux épitaphes d'enfants des catacombes juives romaines de Vigna Randannini. C'est un sujet assez spécifique et un peu technique, comme toutes les recherches épigraphiques, c'est-à-dire des travaux sur les inscriptions. Et j'ai choisi même si j'ai un peu changé aussi depuis pour parler d'aspects plus généraux, mais je vais m'attacher plus précisément à mes recherches onomastiques, donc sur les noms, disons, que l'on trouve dans les inscriptions, même si le terme de nom est impropre dans ce contexte. J'y reviendrai. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement important à mes yeux, que ce soit évidemment pour la recherche sur les communautés juives antiques, en l'occurrence romaines, et l'essentiel des sources sur ces communautés. L'essentiel des sources sont épigraphiques, donc ce sont des inscriptions, mais c'est également important, essentiel même pour une meilleure connaissance de cet héritage et une prise de conscience de la présence millénaire de ces communautés juives en Italie. Voilà, la synagogue d'Ostie, par exemple, est la plus ancienne en fait, synagogue retrouvée en Europe occidentale. Donc, c'est vraiment un héritage important, je pense, voilà, pour les Juifs d'Europe. Donc, je commencerai par quelques rappels préliminaires sur ces communautés juives romaines et sur la présence juive à Rome avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, si on reprend... Donc voilà, justement, la synagogue d'Ostie, peut-être avant, on voit l'Aron à Kodesh, donc l'arche et la bima, là. Et voilà, cette mosaïque qui, je pense, en ce moment particulièrement est assez... c'est quelque chose d'émouvant, puisqu'on trouve... ici, au milieu, on trouve en fait ce qu'on a identifié comme étant la matzah que l'on mange à Pessah, donc Pessah qui approche. Voilà, donc si on passe maintenant à l'histoire d'abord des communautés juives romaines, il faut savoir que donc, les Juifs de Rome sont la plus ancienne communauté diasporique d'Europe occidentale et leur présence est attestée depuis au moins donc, le 1er siècle avant notre ère, puisque donc,
voilà, il y a quelques doutes par rapport à cette présence. Donc, cela apparaît dans la chronologie que vous voyez. Voilà, certains historiens, pardon. Oh, mince, qu'est-ce qui se passe? Attendez, pardon. Je vais juste voir. Je ne comprends pas ce qui se passe avec le diaporama. Alors, zut. Ben, vous repartagez. Oui, en fait, le problème, c'est que je vais devoir remettre le diaporama, si je clique à chaque fois, part sur une autre diapositive. Donc là, ça devrait marcher. Voilà. Donc, voilà, certains historiens estiment en fait que l'on trouve des Juifs à Rome qui sont attestés à Rome depuis le IIe siècle avant notre ère, en se basant sur cette occurrence dans un passage de Valère Maxime, donc dans ses actions et paroles mémorables, où Valère Maxime évoque l'expulsion des fidèles de Jupiter Savatius. Donc certains historiens estiment qu'il y aurait une confusion entre cette divinité phrygienne de Jupiter Savatius et les festivités du Shabbat. Et donc, ils estiment que cette expulsion serait une expulsion de Juifs, ce qui prouverait leur présence. Mais cette identification est débattue, donc c'est pour cela que je dirais plus généralement qu'ils sont présents depuis au moins le 1er siècle avant notre ère. Donc, comme on le sait, l'histoire de la diaspora romaine n'est pas le fruit d'un rapport apaisé avec le monde romain, mais elle naît de profonds traumatismes dans la mémoire juive. Le premier traumatisme est celui de la conquête de la Judée par Pompée en 63 avant notre ère, qui est marqué par une première profanation du second temple de Jérusalem, quand Pompée, donc l'impérateur, pénètre dans le Saint des Saints, ce qui est redoublé encore par le second grand traumatisme bien connu, malheureusement, qui est celui de la victoire de Titus en 70 après notre ère, 70 après Jésus-Christ, 70 de notre ère, pardon, quand Titus écrase la première révolte de Judée et détruit le Beth Amikdash, donc le second temple de Jérusalem. Donc ces deux événements, la conquête de la Judée par Pompée, la destruction du second temple par Titus, sont à l'origine des deux plus grandes vagues de migration forcée des Juifs vers Rome. Donc on peut aussi évoquer, cela apparaît dans ma chronologie, parmi les autres événements traumatiques, les épisodes d'expulsion des Juifs de Rome sous les empereurs Tibère en 19 de notre ère et Claude en 49 de notre ère. C'est effectivement une histoire assez traumatique. Mais si on dépasse donc ces événements, les Juifs romains, globalement, semblent s'être bien intégrés. Et donc, on peut voir cette intégration en se fondant sur deux types de sources extrêmement différentes. D'un côté, donc, les auteurs satiriques latins, comme Horace, Juvénal et Martial, qui, eux, ont un point de vue extrêmement critique et déplorent justement cette intégration à force de clichés d'un goût extrêmement douteux. De manière complètement opposée, évidemment, à travers les épitaphes que l'on trouve dans les catacombes, qui constituent des sources en général plus tardives par rapport aux sources littéraires, puisqu'elles sont estimées au 3e, 4e siècle de notre ère. Beaucoup de questions viennent à l'esprit de celui qui cherche à se représenter ou à reconstituer en fait la présence juive à Rome au quotidien dans le paysage urbain de la capitale impériale. Donc, où vivaient les Juifs de Rome? Où travaillaient-ils? Où priaient-ils? Où reposaient-ils en paix, pour reprendre leur expression dans leurs épitaphes? Quelles étaient leurs conditions de vie? Se mêlaient-ils aux non-juifs ou bien tendaient-ils en fait à vivre dans des zones spécifiques? Finalement, qu'est-ce qui les distinguait de leurs voisins païens et chrétiens? Les épitaphes nous permettent d'esquisser quelques réponses sur ce point. Avant de présenter quelques portraits de Juifs romains tels qu'ils nous sont divulgués par les épitaphes, j'évoquerai rapidement en fait les estimations de la population juive romaine qui là aussi font l'objet de débats.
puisque ces chiffres restent assez conjecturels. Puisqu'encore une fois, ils se fondent sur deux types de sources qui chronologiquement peuvent poser problème. Donc d'abord les données textuelles, notamment Flavius Joseph, qui sont assez anciennes par rapport au second type de sources, donc les épitaphes plus récentes. Donc, en ce qui concerne la période plus ancienne, disons la période qui correspond aux données textuelles, les chercheurs actuels, notamment Leonard Rogers et Heikki Solin, s'accordent en général à donner une fourchette comprise entre 20 000 et 40 000 juifs au 1er siècle de notre ère, d'après deux passages de Flavius Joseph. Sur la base du nombre d'épitaphes et de sépultures retrouvées, Leonard Rogers considère qu'en ce qui concerne les 3e et 4e siècles de notre ère, les Juifs représentaient moins de 2% de la population romaine. Donc, c'était vraiment une toute petite population. C'est un groupe largement minoritaire, mais néanmoins qui bénéficiait d'une certaine visibilité. Donc, c'est là on peut aborder peut-être quelques juifs, quelques portraits de juifs romains qui nous sont parvenus, qui sont assez variés et émouvants. Donc, c'est un peu toute la richesse de ce que peuvent nous apporter en fait les catacombes de Rome, notamment les catacombes de Vignarandani, sur lesquelles je reviendrai. On voit que ce groupe, que ces communautés, j'utilise le pluriel, jamais cette communauté parce que c'était très diversifié justement, les Juifs romains ne formaient pas un groupe homogène. Donc pour la plupart, ils étaient arrivés à Rome comme esclaves, beaucoup au 3e, 4e siècle, donc à l'époque des épitaphes, beaucoup d'entre eux étaient des descendants en fait des esclaves arrivés en 63 avant notre ère, au moment de la conquête de Judée, ou en 70 au moment de la destruction du Second Temple. Et au fil des générations, finalement, ils étaient devenus affranchis. Et après l'édit de Caracalla, donc en 212, beaucoup ils avaient tous, en fait, les hommes acquis la citoyenneté romaine. Mais certains l'avaient déjà acquise avant. Donc finalement, les Juifs semblent avoir été représentés dans toutes les classes sociales, même si pour l'essentiel, ils constituaient probablement un groupe important de la plèbe urbaine de Rome. Donc beaucoup d'entre eux étaient des commerçants, des marchands, voire même des dockers, ce qui explique leur forte présence en fait dans les ports de Portus et d'Ostie, donc situés aux abords de Rome, et en fait dans les alentours de la Via Portuensis, donc qui reliait Rome à Portus, et de la Via Ostiensis qui desservait Ostie. Et certains de ces commerçants venaient même d'autres parties de l'Empire. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cette diversité au sein des communautés juives romaines. Et par exemple, dans une inscription d'enfant, on trouve le nom donc, du père adoptif de la petite fille, donc qui s'appelle Publius Catilius Hermias, et donc, qui est un juif commerçant originaire d'Asie mineure. Voilà, parmi les Juifs, comme parmi les autres groupes orientaux, on trouvait énormément de médecins également. Donc, on a une épitaphe à Vignarandani d'un médecin qui s'appelle Aulus Vedius Collega. Donc, on va revenir dessus, mais comme vous voyez, on a les trois noms trianomina du citoyen romain. Donc, cela traduit justement cette intégration des Juifs dans la société romaine. Voilà. Par ailleurs, il y a des cas assez intéressants que je vais évoquer, dont un que vous voyez à l'écran, je vais y revenir, de Juifs qui exerçaient des professions qui peuvent sembler assez étonnantes voilà, quand on s'intéresse notamment aux sources rabbiniques. Par exemple, donc, même si les représentations théâtrales et les spectacles étaient vivement déconseillés par les autorités rabbiniques, on trouve dans les inscriptions, non pas à Rome, mais à Ostie, on trouve l'épitaphe d'un pantomime, Marcus Aurelius Pylades, juif originaire de Cytopolis, c'est-à-dire Beth-Shean, en Galilée, qui, d'après son épitaphe, était même le plus célèbre pantomime de son époque. Donc, on peut expliquer ce fait, cette opposition apparente par le fait qu'en fait, le judaïsme pratiqué dans les communautés juives romaines n'était très vraisemblablement pas rabbinique, en fait, que les rabbins n'exerçaient pas d'influence majeure sur les juifs de Rome. Simon Claude Mimouni et José Costa parlent d'un judaïsme de type synagogal,
Goudinov, lui, parle de judaïsme hellénique. En tout cas, c'était un judaïsme qui ne reposait pas sur l'autorité des rabbins. Dans tous les cas, vraiment, c'est par exemple cette existence d'un pantomime juif, donc au IIIe siècle de notre ère, est, à mon avis, un signe de cette intégration réussie au sein de la société romaine et aussi d'une certaine souplesse peut-être dans la pratique religieuse qui n'était pas propre à ces communautés romaines, mais en général à ce monde juif qui était fortement hellénisé, enfin sous influence hellénique et pas forcément encore acquis au principe rabbinique. Il y a un autre exemple donc, que vous voyez à l'écran, c'est l'épitaphe qui est tout en bas à droite, c'est l'épitaphe du peintre Eudoxus, donc, que l'on trouve à Vignarandinini. Et là aussi, ça a pu choquer quelques chercheurs si l'on pense à l'interdit de la représentation énoncé donc, dans la Bible, en Exode 24 et Deutéronome 5.8, donc à 2 reprises. Mais il faut sans doute y voir la preuve en fait, d'un rapport assez tolérant aux images qui était accepté sous certaines conditions et même des passages des sources rabbiniques montrent en fait ce rapport ambigu et parfois assez tolérant aux images qui est propre en fait à cette période d'Antiquité tardive qui était sous une influence, où l'influence en fait gréco-romaine était très forte et même donc à Rome évidemment mais même en Palestine. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, il y a une très bonne étude de Stephen Fine sur l'art et le judaïsme dans le monde gréco-romain qui évoque effectivement cette période de tolérance par rapport à la production d'images, à l'exposition aux images. Donc, il y a aussi pas mal de portraits de juifs qui sont conservés dans des sources littéraires non juives, notamment donc, dans les auteurs, les satires romaines. Il s'agit plutôt donc, des couches les plus basses de la communauté. On trouve ainsi un grand nombre d'indigents, de mendiants, de diseuses de bonne aventure, de devins, qui peuplent la Porta Capena à Rome et les satires de Juvénal, avec ce stéréotype du juif mendiant, qui est un stéréotype que Louis Feldman a pu en fait à relever comme démontrant une certaine hostilité par rapport aux juifs, comme éléments étrangers orientaux, une forme de sarcasme aussi, par rapport à la présence attestée de l'Antiquité d'œuvres de charité, notamment pour les pauvres dans des synagogues. Une certaine pratique de l'entraide communautaire qui est attestée, je vais y revenir rapidement, mais ça correspond aussi en partie à une pauvreté réelle, en tout cas si l'on en croit les sources rabbiniques. Donc on a des passages dans ces sources où on trouve des rabbins de Judée en visite à Rome qui se plaignent des conditions de vie indignes que connaissent les plus pauvres de la communauté, avec cet épisode extrêmement poignant de la Tosefta Horayot 2, donc qui rapporte un dialogue entre un rabbin éminent et un jeune garçon arrivé à Rome comme prisonnier et voué en fait à la prostitution, avec une dimension évidemment symbolique dans cette libération, en fait, ce rachat du garçon, de l'enfant par le rabbin, cet enfant qui a été déshonoré par les Romains. Donc, il y a évidemment un symbole politique fort et une expression non dissimulée de l'hostilité de l'univers rabbinique par rapport au monde romain, dont on sait que Rome, en fait, dans le Talmud, c'est Édom, c'est Ésav, c'est Ésaü, le frère ennemi. Voilà, si je reviens effectivement à ce stéréotype du juif mendiant et donc cette critique par les auteurs satiriques de cette pratique d'une entraide communautaire, d'une aide aux pauvres avec aux indigents, c'est effectivement c'est quelque chose qui est attesté et que l'on trouve en fait dans les inscriptions, cette entraide communautaire avec la présence de bienfaiteurs au sein de la communauté. Donc là je parlerai rapidement de cette inscription à gauche, qui est l'inscription du boucher Alexander, qui repose à Vignarandinini et qui faisait sans aucun doute partie de ces bienfaiteurs généreux, puisque on trouve dans cette inscription, on trouve les termes de anima bona et omnorum amicus, donc c'était une bonne âme et amie de tous. Donc son métier a fait l'objet de vives discussions. Il est appelé Boubou Larousse des Maquello. Donc Boubou Larousse, d'abord, certains ont vu en lui en fait un vendeur de botoulis, de saucisses ou de boudins.
mais de plus en plus, en fait, on s'accorde à dire qu'il devait être un fournisseur de viande cachère. Donc, des Makelo, ça voudrait dire, en fait, c'était un fournisseur de viande cachère au Makelo Magnum, c'est-à-dire un marché qui est situé, en fait, dans une zone où vivaient beaucoup de Juifs, que j'ai déjà cité, qui est la Porta Capena. Donc, l'observance, en fait, de la cacheroute est débattue, mais certains textes l'évoquent, donc que ce soit des passages de Flavius Joseph, donc au 1er siècle de notre ère, ou bien plus tard, en fait, c'est une épître, donc l'épître 89a de l'empereur Julien, qui évoque l'observance de la cacheroute par les Juifs de Rome, notamment la non-consommation, l'abstinence en fait de porc, qui est aussi un objet de sarcasme de la part des auteurs satiriques. Voilà, et donc c'est assez intéressant puisque donc Alexander a fait l'objet d'un très bel article de Margaret Williams qui utilise une expression que j'aime beaucoup. Elle dit finalement que c'est peut-être le premier pourvoyeur identifiable de bœuf cachère en Europe. Voilà, de bœuf, ça c'est dans le titre de l'article. Après, dans l'article, elle parle aussi de veau éventuellement. Et elle formule l'hypothèse en fait qu'il pourvoyait justement les plus pauvres lors des banquets de sa communauté. Puisque évidemment beaucoup de juifs parmi les plus pauvres n'étaient certainement pas en mesure de se procurer de la viande purement cachère. Et donc il y a vraiment cette idée d'une solidarité communautaire autour de ce personnage du boucher Alexander, qui devait être assez aisé puisque sa tombe en fait est en marbre. Voilà, donc c'est une attestation intéressante d'une pratique juive de l'évergétisme qui est un phénomène bien connu du monde romain. On a aussi, donc, au sein de la communauté, pour revenir rapidement, il y a... il y a aussi ce type d'inscription, c'est toujours donc à côté de l'inscription d'Alexander à droite, on a l'inscription de la prosélyte Chrysis. On trouve un certain nombre en fait d'inscriptions de prosélytes, c'est-à-dire de convertis au judaïsme, dont la plupart, de manière assez intéressante, et là aussi les satiriques s'en moquent beaucoup, la plupart étaient des femmes. Donc ça, beaucoup de prosélytes, mais on a aussi, donc là j'ai pas mis d'inscription ce qu'on appelle les Metuentes, craignant Dieu, donc pas au sens actuel de craignant Dieu, évidemment, mais au sens, à l'époque, les craignants Dieu étaient des gens qui n'étaient pas juifs à proprement parler, mais qui observaient certaines pratiques juives. Donc, ils n'avaient pas franchi le pas de la conversion, mais ils respectaient le Shabbat, ils ne mangeaient pas de porc. Voilà, donc il y a ces deux types d'inscriptions qui cohabitent. Quand même, il y a plus de prosélytes que de Metuentes. Et ce qui est intéressant, c'est que les prosélytes pouvaient même devenir des bienfaiteurs de leur communauté, donc un peu comme on a vu avec le boucher Alexander, qui les avait accueillis, voire même avoir des charges en fait au sein de la communauté. Et donc le cas le plus emblématique, c'est celui d'une femme qui s'appelle Wituria Paola. Donc son nom de convertie est Sarah. Et donc, elle s'est convertie à l'âge de 70 ans et elle était mater de 2 synagogues, c'est-à-dire en fait bienfaitrice, synagogue des Campésiens et des Volumnésiens, comme l'étaient des juifs de naissance, et des juifs aussi, mais des juifs en l'occurrence de naissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces communautés juives romaines semblent avoir été vraiment des lieux qui n'excluaient pas, mais qui étaient extrêmement ouverts et inclusifs, notamment à l'égard des femmes et des convertis. Voilà, donc pour passer rapidement, toujours dans ces premiers préliminaires, donc si on évoque, après avoir parlé justement un peu de la communauté, des communautés au sens large, si on passe maintenant en fait à l'espace communautaire juif à Rome, il faut savoir que pour ces communautés, le lieu central était la synagogue, donc, qui a pris toute son importance après la destruction du Second Temple, puisqu'elle elle reprend à son échelle en fait la fonction du temple. Mais contrairement à ce que je vous ai montré au début de ma présentation, donc au reste que l'on a retrouvé à Ostie, malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun reste archéologique de synagogue a été retrouvé à Rome. Mais 12 synagogues, en fait, sont mentionnées dans les inscriptions. Donc ici, on a un exemple d'inscription tout en haut qui mentionne l'existence d'une synagogue. Donc c'est l'inscription de Maronius.
Et on nous dit donc qu'il est le petit-fils d'Alexandre, aussi nommé Matthius, archon des Siburésiens. Donc, archon, c'est une charge administrative. Donc, c'était plus ou moins le chef administratif, en fait, de cette synagogue des Siburésiens, donc située dans le quartier de Subur. Je reviendrai dessus. Et donc, on a 12 synagogues qui sont mentionnées dans les inscriptions, qui avaient sans doute, ces synagogues avaient sans doute en fait la forme d'édifices petits, donc pas vraiment comme l'édifice d'Ostie. On pense que c'était plutôt de petits lieux de prière, ce qu'on appelle en grec prosekai. Sans doute, à l'origine, c'était des espaces privés réutilisés pour des offices religieux, des réunions et des repas communs dans les communautés, notamment au moment de Shabbat, ce qui explique qu'on ait retrouvé en fait aucun reste identifiable, contrairement par exemple à Ostie, où vous avez pu voir donc le Aaron à Kodesh. Il y a aussi un mikvé en fait, ce qui a été identifié comme un mikvé à Ostie, et donc on n'a rien retrouvé de tel à Rome. Mais néanmoins, le fait qu'elles apparaissent dans un certain nombre d'inscriptions montre en fait qu'elles constituaient un foyer de vie important pour les communautés et vraiment un point de repère dans la vie juive. Et c'est intéressant parce qu'il y a même un cas d'une inscription donc, qui n'est pas juive, mais où la personne, enfin le dédicant, en parlant du dédicataire, donc je crois que ce n'est pas une épitaphe, c'est un autre type d'inscription, mais évoque en fait le fait que le dédicataire habitait près d'une synagogue. Et donc la synagogue revêt, même dans des inscriptions non juives, elle revêt un rôle en fait d'adresse. Comme à l'époque, évidemment, on n'avait pas les numéros et tout le système actuel, on se repérait dans l'espace par rapport à certains bâtiments. Et c'est intéressant de voir dans cette description non juive, en fait, la synagogue constitue un point de repère. Voilà. Donc, si on passe maintenant à la question, en fait, que tout le monde se pose, je pense, à ce stade, savoir s'il y a des quartiers juifs ou pas à Rome, comme on parle souvent de quartiers juifs dans les villes modernes, notamment en Europe, mais pas seulement. Eh bien, en fait, donc voilà, j'ai réalisé ce plan au moment de mon master. En fait, j'ai réadapté deux plans préexistants un peu. Je les ai simplifiés. Mais ce plan est assez intéressant parce qu'il permet en fait d'appréhender la géographie urbaine de Rome par rapport aux communautés juives. Donc les quartiers, disons, où il y a une forte population juive apparaissent de manière assez nette. Et donc, ce sont des zones qui sont plus vastes en fait que de simples quartiers et qui, de manière intéressante, étaient reliées à des catacombes, donc situées bien évidemment à l'extérieur de la ville, dans une sorte de continuité de l'organisation spatiale. Donc, par exemple, ici, on a le quartier, donc qui est toujours un quartier juif du Trastevere, et avec la Via Portuensis, et on a les catacombes de Monteverde. Ici, donc, Porta Capena Via Appia, et on a les catacombes de Vigna Randani et Vigna Cimara. On a donc Porta Capena aussi la Vicane. Malheureusement, elles sont sous la rue. On ne peut pas les visiter. Et si Via Nomentana, Villa Torlonia. Donc, c'est assez intéressant de voir cette continuité de l'espace. Donc, les principaux quartiers sont juifs, mais bon, je vais revenir sur cette question de si on peut parler de quartier juif ou pas, sont donc le Trastevere, donc une zone commerçante. J'ai indiqué donc les petits points, ce sont des synagogues. Donc, il y a 3 synagogues qui ont été identifiées là-bas à partir des inscriptions, évidemment. Il y a le Champ de Mars avec 2 synagogues. Subur avec une synagogue, donc Subur qui est un quartier très important, qui a une zone pauvre située au nord du Forum, qui avait une fort mauvaise réputation à cause de la prostitution, des rixes, mais qui a été en fait le lieu de résidence principal des Juifs à la fin de la République et aussi le lieu de naissance de Jules César. Et c'est pour ça que Jules César, qui était extrêmement apprécié par les Juifs, puisqu'on nous dit que les Juifs ont pleuré au moment de la mort, de l'assassinat en fait de Jules César, certains historiens se demandent si le fait qu'il soit né dans ce quartier avec une forte population juive n'aurait pas influencé sa politique plus favorable aux Juifs. En tout cas, les Juifs étaient massivement avec Jules César dans sa lutte de pouvoir. Aussi, bon, Pompée, forcément, ne laissait pas un bon souvenir, je veux dire. Mais, voilà, on a la Porta Capena.
qui est toujours un quartier commercial. Donc, je l'ai dit au début, les auteurs satiriques évoquent en fait les indigents juifs de Porta Capena. Donc, c'est un quartier toujours assez pauvre, situé au sud du Circus Maximus. Voilà, aucune synagogue n'a été identifiée, mais justement, on a ces sources satiriques. Et donc, le chercheur Samuel Rock ajoute une autre zone de peuplement juif qui serait plus tardif. Donc, au 3e, 4e siècle de notre ère, donc c'est la période des catacombes. Et c'est cette zone-là que vous voyez de la Via Nomentana, donc à côté des catacombes de Villa Torlonia, dans la partie est de Rome. Mais toutes ces zones, en fait, sont des zones populaires, hein, où résidaient aussi beaucoup d'étrangers non juifs, notamment beaucoup d'orientaux, de Syriens. Évidemment, elles ne représentent pas l'ensemble de la communauté juive, notamment les membres les plus aisés de ces communautés ne vivaient sûrement pas dans ces quartiers liés à la plèbe. Donc, j'ai formulé au début la question de savoir si on pouvait parler ou non de quartiers spécifiquement juifs. Et alors, à mon avis, on ne peut pas véritablement parler de quartiers uniquement, exclusivement juifs pour 2 raisons fondamentales. Tout d'abord, donc, contrairement à Alexandrie, qui est souvent utilisée comme ville de comparaison, en fait, échelon pour Rome, Alexandrie, où les Juifs représentaient jusqu'à 30% de la population et où ils bénéficiaient d'une très grande autonomie, les Juifs romains n'étaient sans doute pas même majoritaires dans leur lieu de résidence. Et on a vu qu'ils représentaient notamment au 3e, 4e siècle seulement 2% de la population, donc c'était extrêmement peu nombreux. Et donc la deuxième raison, à mon avis, est justement que ces quartiers à forte population juive étaient extrêmement populaires et donc peuplés d'autres populations. Donc j'ai parlé des Syriens. Les Syriens, on les trouvait notamment à Subur et à Porta Capena, donc 2 quartiers vivaient énormément de Juifs. Donc en fait, les communautés juives n'étaient pas du tout séparées du reste de la population. Et donc cette image de communauté isolée et qui formait une sorte d'îlot en fait dans la ville est absolument fausse. C'est souvent une image que l'on a si on projette en fait ce qui s'est passé par la suite, notamment avec peut-être la création du ghetto à Venise, un Canareggio en 1516. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout... c'est l'idée en fait d'une population isolée ne correspond pas du tout aux réalités de la Rome antique. Donc, ce qui est un fait intéressant, je trouve, que je vais souligner avant de passer rapidement à la suite, c'est que en fait, cette présence juive dans ces différentes zones que j'ai identifiées dans mon plan existe en fait d'une certaine manière persistée à travers le temps. Elle a été suffisamment ancrée pour que des siècles plus tard, des quartiers comme le Trastevere, aussi autour de la Via Portuensis, maintenant ça s'appelle Portuense, et Nomentano, restent en fait encore de nos jours des foyers importants pour la vie juive romaine. Donc c'est une sorte de continuité de lieux géographiques à travers l'histoire. Évidemment, une continuité qu'on peut contester par rapport au changement en fait, des communautés, évidemment. Mais malgré tout, il y a quand même une continuité de cette présence juive dans certaines zones bien établies de Rome. Ce que je trouve assez fascinant. Voilà, alors il est peut-être temps maintenant de présenter un peu les célèbres catacombes juives de Rome. Donc, qui constituent, comme je vous l'ai dit, l'essentiel des sources sur ces communautés juives romaines. On trouve 5 catacombes juives à Rome, catacombes de Monteverde, Villa Torlonia, Via Labicana, Vigna Cimara, Vigna Randanini. Donc, Vigna Cimara, Vigna Randanini sont toutes les deux près de la Via Appia. Ces catacombes ont été utilisées de la fin du IIe siècle de notre ère au début du IIIe siècle 4e siècle en fait de notre ère. Donc malheureusement les seules catacombes que l'on puisse visiter ce sont les catacombes de Vigna Randanini et de Villa Torlonia. Donc les catacombes de Villa Torlonia viennent d'être
restaurées en fait par une équipe d'archéologues israéliens, et il y a un musée en fait autour. Donc, elles sont plus accessibles encore que Vignarandanini, parce que Vignarandanini, en fait, ça fait partie d'une propriété privée. Donc, on peut se demander, d'autant plus souvent les catacombes juives sont vraiment très, très peu connues. Par contre, tout le monde connaît les catacombes chrétiennes, notamment les catacombes chrétiennes autour de la Via Appia, il y en a un certain nombre. On peut se demander, en fait, ce qui distingue ces catacombes juives des catacombes chrétiennes ou aussi des hypogées païens, qui souvent préexistent aux deux types de catacombes précédemment cités. Il y a de fait pas mal de ressemblances dans l'organisation de l'espace et dans le type de sépulture, puisqu'on trouve dans les catacombes juives, comme dans les autres types de catacombes, on trouve ce que l'on voit ici, en fait, ça s'appelle les loculi. Donc ici, on a des loculi. On trouve sinon ce que l'on voit ici, donc ces niches semi-circulaires avec un arc creusé au-dessus du cercueil, c'est ce qu'on appelle les arcosolia. On trouve des cubiculi. Donc ça, c'est... on ne voit pas très bien, mais c'est... situé dans un cubiculum, le cubiculum de la Ménorah. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les catacombes chrétiennes et les hypogées païens aussi. Mais ce qui est assez différent, et malheureusement, je n'ai pas de photo, mais c'est la présence de ce qu'on appelle des chorim. Donc on trouve aussi dans des nécropoles en Palestine, notamment des nécropoles de Galilée, comme Beth She'arim. Donc les chorim, ce sont des cavités rectangulaires qui sont creusées perpendiculairement aux parois de la chambre funéraire. Et c'est un type de sépulture vraiment proprement juif qui est en usage dans la période du Second Temple. Et donc, je n'ai pas non plus de photos, mais à Vignarandanini, comme dans les autres catacombes juives romaines, on trouve toujours ce qu'on appelle un ratsar, c'est-à-dire un vestibule prescrit par la Mishnah pour les emplacements funéraires. Et enfin, donc vous en voyez ici à Vignarandanini, donc dans le cubiculum dit de la Ménorah, et ici à Villa Torlonia, vous voyez à chaque fois des ménorotes. Il y a aussi, on voit des chauffarotes, loulaves, étrog, il y a aussi l'étrog, donc des symboles spécifiquement juifs qu'évidemment on ne trouve pas dans les catacombes chrétiennes ou encore dans les hypogées païens. Si on passe maintenant à la présentation des inscriptions du corpus épigraphique des catacombes juives romaines, donc Leonard Rogers a recensé 594 épitaphes juives. Donc dans les catacombes, aussi, on a retrouvé des épitaphes en dehors des catacombes. Sont les épitaphes dites de provenance inconnue, mais pour beaucoup, on pense qu'elles venaient des catacombes, mais évidemment, il y a eu des déplacements comme toujours. Et donc, il y a un certain nombre d'inscriptions qui sont dites de provenance inconnue parce qu'elles n'ont pas été retrouvées dans les catacombes. Mais l'essentiel des inscriptions a été retrouvé dans des catacombes, pas forcément, évidemment, au lieu où elles devaient être apposées. Donc, ces 594 épitaphes ont été regroupées de Rome, ont été regroupés dans le second volume des Jewish Inscriptions of Western Europe de David Noy, qui a été en fait un outil de référence dans mon travail. Voilà, sur ces 594 épitaphes juives, on compte 94 épitaphes d'enfants, dont 35 à Vignarandanini. Et donc, ce sont ces 35 épitaphes que j'ai précisément étudiées. On trouve aussi 35 épitaphes d'enfants à Monteverde, mais je me suis consacrée plutôt à Vignarandanini pour des questions d'accessibilité, évidemment, mais aussi pour la plus grande diversité linguistique qui était permise, puisque à Vignarandanini, il y a quand même plus d'inscriptions latines, hein, pas beaucoup plus. Je dois avouer que sur 35 inscriptions, il y avait 28 inscriptions grecques, 7 inscriptions latines, mais je n'avais pas autant d'inscriptions latines à Monteverde. Voilà, donc là, il me semble important d'aborder rapidement la question de la langue. Pourquoi dans un cadre romain et dans l'Antiquité tardive, alors qu'on sait que beaucoup d'autres communautés, notamment les communautés chrétiennes, utilisaient le latin, pourquoi les Juifs utilisent le grec, préfèrent en fait le grec au latin? Donc tout d'abord, il convient de rappeler que ce n'est pas parce que
voilà, le grec était prédominant dans les épitaphes, que le grec était forcément la langue parlée par ces communautés. Ça, malheureusement, on ne peut pas vraiment établir, évidemment, la langue parlée. Il peut y avoir une distinction entre les deux. Donc, ça peut être une raison, mais ce n'est pas une raison forcément valable. Le grec, en fait, était surtout la langue liturgique des communautés juives romaines, et pas seulement romaines. Donc, cela était lié, en fait, à l'importance de traductions grecques de la Bible, notamment la Septante. On trouve, alors pas beaucoup à Vignarandani, mais il y a des inscriptions qui font référence à une autre traduction grecque de la Bible, qui est la Bible d'Aquila. Donc, il y a des variantes, enfin, il y a des variations, disons, par rapport à la traduction de la Septante, qui sont perceptibles. Mais dans tous les cas, voilà, la langue liturgique était le grec. Et donc, David Noy explique que le fait que les Juifs de Rome aient maintenu l'utilisation du grec là où les Syriens et les chrétiens au début, dans les premières inscriptions que l'on trouve, utilisaient le grec et puis sont passés au latin, le latin étant devenu la langue liturgique après pour les chrétiens. C'est vraiment le maintien du grec est lié en fait au fait que la Septante, et on peut ajouter la Bible d'Aquila, constituait en fait ce qu'il appelle un corps littéraire chevillé à l'identité communautaire. Donc c'était quelque chose qui faisait partie, disons, de l'identité juive, même s'il y a ce paradoxe qu'évidemment les Juifs n'étaient pas les seuls à utiliser le grec. On sait que le grec était très diffus au sein de la plèbe urbaine romaine, en fait. Donc, et les Juifs faisaient partie majoritairement de ce groupe de la plèbe urbaine romaine. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui a été étudié qui est lié en fait au contexte. Donc, les Juifs reposaient dans des catacombes, surtout, je veux dire, par rapport aux Syriens, parce que bon, les chrétiens aussi utilisaient les catacombes, mais l'utilisation des catacombes faisait qu'en fait, les espaces funéraires juifs étaient clos, ils n'étaient pas en plein air, ils n'étaient pas exposés à la vue de tous, c'était des espaces souterrains. Alors, beaucoup de questions liées en fait à l'acquisition de ces espaces, l'exploitation de ces espaces. Est-ce qu'ils étaient liés, ils étaient acquis par l'eau, par les communautés, par les individus? Il y a beaucoup de discussions. Mais en tout cas, ils n'étaient accessibles en général que par les gens issus de ces communautés, ou proches de ces communautés, pas par des passants lambda, disons. Alors que par exemple, les Syriens, petit à petit, ont enterré leurs morts dans des kubikulades, ça en plein air. Donc, leurs inscriptions étaient exposées à la vue de tous. Et donc, peut-être que le latin était plus approprié dans ce contexte, puisque pour le promeneur, disons, qui se trouvait exposé aux épitaphes. En tout cas, il y a eu aussi des hypothèses formulées par rapport au contexte, en fait, funéraire, disons, entre cette idée d'espace clos et espace exposé à la vue de tous. Mais bon, l'essentiel, je pense, c'est plutôt l'importance de la Septante et du grec comme langue liturgique pour ces communautés. Donc, voilà. Je vais évoquer rapidement quelques problématiques que j'ai pu étudier dans mon travail. Donc, évidemment, le rapport des Juifs romains aux enfants et les représentations des enfants par les communautés. Et enfin, comment le corpus de ces inscriptions d'enfants s'inscrivait dans un ensemble plus large donc des autres inscriptions. Comment il était un reflet en fait de la vie des communautés juives romaines représentées, évidemment pas forcément la vie réelle, à travers la présence des symboles religieux, des représentations de l'identité religieuse. Donc, vous avez vu effectivement l'omniprésence de la Ménorah, justement les langues utilisées par les Juifs romains, latin, grec, l'organisation hiérarchique aussi de la communauté juive romaine. C'est un point que je ne vais pas vraiment évoquer parce qu'il est extrêmement débattu et assez compliqué. Voilà, donc maintenant, je peux vraiment proprement m'attaquer au nom. Que cette thématique, j'ai décidé d'aborder plus précisément dans le cadre de cette conférence et qui recoupe certaines problématiques que je viens d'évoquer. Identité religieuse, acculturation et question de la langue.
Oui, donc c'est un axe majeur de mon travail et qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je me suis retrouvée confrontée à un certain nombre de problèmes, bien évidemment, pas forcément toujours résolus d'ailleurs. Si on reprend rapidement, donc j'ai dit au début que le terme de nom était assez impropre dans un contexte romain. C'est que en fait, nom, souvent, c'est associé à nomina. Alors, le système romain traditionnel, donc, qui n'est plus celui qui est appliqué dans notre époque, donc dans l'Antiquité tardive, 3e, 4e siècle, c'est ce qu'on appelle le trianomina. Donc, il y a 3 noms en réalité, praenomen, ce qui a donné le prénom, nomen, qui est à l'origine de notre nom. C'est pour ça que, par exemple, mon directeur de thèse ne supporte pas qu'on parle de nom pour les inscriptions, parce que pour lui, c'est seulement les nomina, les noms, alors que évidemment, c'est plus large. Et enfin, ce qu'on appelle cognomen, c'est, si vous voulez, souvent on dit que c'est un surnom, voilà, qui différencie en fait l'individu, parce que prénomen et nomen, souvent, nomen c'est le nom de famille, et le prénomen, disons qu'il y avait un certain nombre de prénomina dans la Rome antique, et donc beaucoup de gens s'appelaient Marcus, beaucoup de gens Quintus, etc. Donc c'est vraiment le cognomen qui différencie l'individu. Et alors à notre époque, en fait, justement, la majorité des noms entre guillemets relevés dans les inscriptions ne sont pas des nomina, mais des cognomina. Dans l'Antiquité tardive, prénomen et nomen disparaissent. J'ai juste trouvé quelques cas en fait de nomina et même 2 cas de ce qu'on appelle les duonomina, donc présence de 2. Donc il y avait Pompeius Eutyches Aurelia Maria, donc avec nomen cognomen dans les 2 cas. Et j'ai trouvé aussi 2 nomina, donc il y avait Valeria et Salvius, donc de la gens Salvia, donc ça c'était des nomina. Mais c'est vraiment juste ces 4 cas, sinon je n'ai trouvé que des cognomina dans les inscriptions. Voilà, donc les cognomina se répartissent entre non romains et non grecs. L'essentiel des cognomina sont latins. 14, mais j'ai trouvé quand même 10 cognomina grecs et 5 sémitiques. Et il y a eu des cas, en fait, où les noms, entre guillemets, n'ont pas été conservés. Donc ça, c'était le cas de 4 inscriptions. Donc je n'en parlerai pas ici. Et il n'y avait pas de différence aussi par rapport aux statistiques. Je n'ai pas trouvé de différence entre garçons et filles. Disons que les noms latins étaient choisis massivement par les parents, que ce soit des garçons ou des filles. Donc, j'évoquerai à partir des inscriptions d'enfants que vous pouvez voir apparaître ici. Différents types en fait de cognomina, c'est intéressant. Donc, d'abord des cognomina géographiques, comme ici, donc l'épitaphe de Romanus que vous voyez tout en haut à gauche. Donc évidemment, Romanus est topographique, géographique, évoque Rome, ce qui avait peut-être une valeur particulière dans ce contexte romain. Mais on a aussi des cognomina en fait qui évoquent ce qui est appelé en fait wish name, ce sont des cognomina associés à des qualités. Et donc, par exemple, c'est le cas de Eucarpus, donc, qui est un nom à l'origine, un cognomène souvent porté par des esclaves d'origine grecque, à droite. On a aussi Faustinus, donc diminutif de Faustus, qui signifie heureux, prospère, en latin. Voilà, je n'ai pas de photo là de l'inscription, mais j'avais évoqué le père, donc si vous vous rappelez bien, de Hermias, originaire d'Asie mineure au début de la conférence, sa fille adoptive, porte un nom qui est issu du nom du père, donc Hermione, qui peut paraître assez étonnant en fait comme Hermias pour une personne juive, hein, puisque ce nom est formé sur Hermès en fait. Donc, c'est un nom théophore, mais païen, clairement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des noms théophores, mais pour le coup, donc, parmi les cognomina sémitiques, extrêmement marqués, disons, qui évoquent vraiment la judéité de celui qui le porte. Et c'est le cas, par exemple, du petit Judas. Donc, vous voyez l'épitaphe en bas à gauche. Donc, Judas, donc, qui vient de l'hébreu Yehuda, rendre gloire à Dieu. Donc,
voilà, quatrième fils de Jacob et de Léa, qui donne son nom à la tribu de Juda, dont sont issus les rois de Judée. Et donc, avec ce rapprochement, évidemment, entre Judas, Judaios, Juda est juif, mais aussi habitant de la Judée. Ce qui est intéressant, c'est que donc, Talilan, la chercheuse israélienne, a remarqué que le nom de Juda devient extrêmement populaire, donc, que ce soit en Judée, Palestine romaine, mais aussi à Rome, après la période hasmonéenne, en fait, après Judas Maccabée. C'est lié, à son avis, justement, à la personnalité de Judas Maccabée, donc, qui était à la tête de la révolte contre Antiochos. Donc, il y aurait aussi cette dimension vraiment, non seulement religieuse, mais aussi presque nationale, en quelque sorte, hein, liée clairement à l'histoire juive. Il y a aussi un autre nom qui apparaît dans une épitaphe d'enfant qui est Josès, donc qui est un diminutif toujours d'un nom biblique, hein, de Yosef. Voilà. Alors, il y a certains cognomina sur lesquels je vais m'arrêter un peu, qui sont toujours liés à cette problématique, disons, d'un côté d'acculturation. Je vous ai parlé de cognomina comme Romanus, Faustus, Carpus, Probus, il y en a Hermione, il y en a d'autres. Et on a effectivement des cognomina comme Judas et Yosef qui sont clairement, qui reflètent clairement l'identité juive de l'enfant défunt. Et donc, parmi ces cognomina, il y en a deux particulièrement qui me semblent très intéressants. Donc, le premier, c'est parce qu'en fait, ce sont des cognomina qui sont latins ou grecs, mais qui prennent en fait un sens particulier dans le contexte juif. Le premier, c'est Numenius, qu'on trouve dans l'inscription 346 du Corpus de Noé, dans une épitaphe actuellement conservée à Oxford. Donc, Numenius, en fait, est un nom qui est très attesté dans des inscriptions grecques pas du tout juives, parce qu'il fait référence, en fait, à ce qu'on appelle la Noumenia, donc la néoménie, donc jour de la nouvelle lune, premier jour du mois dans le calendrier lunaire, qui est donc le calendrier, en fait, le calendrier juif et un calendrier lunaire, mais en fait, c'était aussi, le calendrier lunaire est aussi utilisé dans le monde grec. Donc, il y a ce point de contact entre monde grec et monde juif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au 3e et au 4e siècle, donc les siècles qui nous intéressent, les calendriers majoritairement en usage étaient tous devenus solaires, en fait. Alors que cette pratique des festivités pour les néoménies, donc Rosh Chodesh en hébreu, était toujours attestée dans le cadre de la liturgie, est toujours attestée. Et donc, en fait, pour reprendre les termes de Sacha Stern, donc un chercheur, ce nom en fait de Numenius, donc ce calendrier lunaire, cette référence au calendrier lunaire devient un marqueur de l'identité distincte juive. Et sans doute aussi, il va jusqu'à dire qu'il y a cette idée d'une certaine persistance d'une unité du peuple juif. Et donc, ce nom de Numenius prend une valeur particulière. Voilà, donc Margaret Williams, la chercheuse Margaret Williams, elle va jusqu'à dire que sans doute Numenius devait être né le jour en fait, le premier jour d'un mois, donc jour d'une néoménie, parce qu'il y a un épisode dans les chroniques des rois où il y a une fille de la tribu de Benjamin qui reçoit le nom de Rodèche parce qu'elle est née lors d'une néoménie. Lui reprochant d'avoir pas déclaré sa judéité. Comment? S'il vous plaît, vous compléterez ce qui a été dit, vous poserez des questions à la fin, hein, lorsque Marie-Laure, qui a encore une petite dizaine de minutes pour parler, aura terminé. Merci. D'accord, pardon. Et donc, c'est une hypothèse qui me semble intéressante, mais je l'ai rejetée dans mon travail parce que, contrairement par exemple aux chrétiens, les juifs de Rome donnent peu d'informations dans leurs épitaphes sur les fêtes religieuses. C'est-à-dire que les chrétiens, à chaque fois, envisagent des jours de naissance ou de mort, notamment des enfants, mais pas seulement, des défunts en général, par rapport aux fêtes religieuses. Il y a toujours la présence des fêtes religieuses. Et ça n'est pas le cas, en fait, dans les inscriptions juives romaines. Donc, je pense que c'est plutôt, de manière générale, une marque de la pietas de la famille, donc de la grande piété de cette famille qui voulait témoigner par cette référence au calendrier lunaire de son attachement et de sa fidélité à son identité juive.
Et donc, je pense que c'est assez représentatif de cette manière dont les Juifs de la diaspora romaine pouvaient reprendre en fait par exemple le nom de Numénius qui existait déjà avant, donc un élément étranger, mais en l'intégrant à la tradition juive, en fait, en se le réappropriant, en créant en fait ce pont entre les deux cultures. Et ça me permet de passer à cette très très belle épitaphe donc de Salpingus, qui malheureusement pour nous fait partie d'une collection privée d'une famille juive américaine, la famille Abrams à New York. Et on comprend pourquoi ils l'ont prise, ils l'ont en fait volée des catacombes de Vigna-Randannini parce qu'elle est vraiment très 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 belle. C'est avec ces deux chauffarottes et des rails, là, les feuilles de lierre. C'est une épitaphe que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette recherche esthétique avec un jeu sémantique très fin, en fait, ce qu'on appelle une image onomastique. Puisque le nom du petit enfant, c'est Salpingus. Et Salpinx, en grec, ça désigne en fait, dans le grec de la Septante, ça traduit le terme chauffard, qu'on a 4 occurrences, notamment dans les Nombres, dans le livre de Job, chez Amos et Josué. Donc, il y a une valeur religieuse très forte. Hein. C'est le chauffard, cette trompette sacrée, associée évidemment au fait de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Avec, dans le Talmud de Babylone, traité Rosh Hashanah, une signification eschatologique qui est liée vraiment au jugement divin, puisqu'on nous dit dans le Talmud que le son du chauffard incite le fidèle à la repentance sincère de ses fautes et incite Dieu de son côté à être miséricordieux. Et donc, ce qui est intéressant, donc, le Talmud peut-être étant donné qu'on est dans ce contexte juif romain, n'est peut-être pas à évoquer par rapport au choix en fait de ce nom par la famille, mais c'est quand même le nom semble est fortement associé à ce terme en fait du chauffard, à ce symbole du chauffard. Avec cette pratique iconographique, comme je l'ai dit, de l'image onomastique, qui est une pratique que je n'ai pas trouvée ailleurs dans des inscriptions juives, mais qui est par contre très présente dans les inscriptions païennes, vraiment très présente. Et donc là encore, on a cette combinaison entre Salpingus, donc un nom grec, mais qui est vraiment ce qu'on appelle un apax, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre... on trouve le nom d'un... Mais je crois que c'est même pas exactement Salpingus, mais c'est vraiment bien postérieur, c'est à l'époque byzantine, un juif qui s'appelle comme ça, mais à cette époque, on n'a pas d'occurrence de ce nom. Donc ce nom a vraiment été forgé, créé à partir de Salpinx, traduction de chauffard, et la famille, donc en tout cas les dédicants, qui nous restent inconnus, ont choisi de renforcer cette présence du chauffard qui est déjà dans le nom par le symbole en fait des deux chauffarottes symétriques et les deux édéraïs qui sont en fait un symbole païen, qu'on trouve vraiment dans beaucoup d'inscriptions de manière assez commune. Donc il y a toujours cette combinaison d'éléments d'un côté vraiment propres à l'identité juive et d'éléments plus liés à la culture majoritaire, si vous voulez, païenne. Et donc avec ce nom du défunt qui va motiver le choix des images sur cette épitaphe dans un jeu visuel entre l'écriture et la représentation qui resémantise ce motif par référence à l'origine, disons, du défunt. Et ça crée aussi une complicité avec le passant qui verra l'épitaphe, celui qui verra l'épitaphe. Voilà. Je voudrais, pour terminer, revenir sur quelques noms, cognomina, du coup, qui m'ont un peu posé problème par leur ambiguïté, toujours. Notamment, donc, il y avait ce cas de l'inscription d'un nourrisson, une petite fille qui est morte très, très prématurément. On l'appelle l'inscription de Maria Brephos. Brephos signifie nourrisson en grec. Avec donc ce nom de Maria qui semble à première vue évidemment sémitique,
Et dans ce contexte, il est très vraisemblablement sémitique. Moi, je l'ai compté parmi mes cognomina sémitiques, mais c'est vrai que j'ai eu une discussion avec un professeur qui m'expliquait, et je n'y avais pas forcément pensé d'emblée. Souvent, on a un regard un peu biaisé. Maria, ça pourrait être aussi le gentilice Marius au féminin. Et effectivement, on trouve pas mal de Maria dans des inscriptions non juives. Et ce ne sont pas des... évidemment, dans ces inscriptions, il ne s'agit pas d'un cognomène sémitique. Donc, c'est intéressant, je pense, de réfléchir à cela, en fait, au fait que le contexte a une influence sur la lecture de ces épitaphes, évidemment. Mais là, il semble assez probable que ce soit la traduction grecque ou latine du nom hébraïque Myriam. Donc, ce soit un cognomène sémitique qui est très attesté, en fait, en dehors donc, qui est attesté dans les catacombes juives romaines. On a 11 occurrences de Maria, mais aussi, en fait, dans les ossuaires de Jérusalem sur lesquels j'ai un peu travaillé, que ce soit en grec, en hébreu, araméen aussi. Il y a 14 occurrences entre grec, hébreu et araméen. Mais c'est intéressant parce qu'en fonction du contexte, on pourrait dire que c'est aussi un gentilice. Et donc, rien à voir avec une identité juive. Il y a un autre nom cognomène qui est aussi assez problématique, enfin sur lequel il faut assez réfléchir, c'est celui donc de Sabbatis. Donc vous avez un cas, il y a plusieurs cas, j'ai trouvé 2 occurrences en fait d'enfants qui s'appellent Sabbatis, 2 filles dans les catacombes juives, mais ça pouvait être aussi un nom de garçon dans ces catacombes, je veux dire. Je crois que dans d'autres catacombes juives, on trouve un garçon qui s'appelle Sabbatis. Sabbatis, en fait, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de rapprocher évidemment Sabbatis de Shabbat. Et donc, on peut penser que c'est un cognomène sémitique juif. Mais en fait, la majorité des chercheurs s'accordent à dire que c'est un cognomène sémitique, mais pas forcément juif, en tout cas en premier lieu, puisque on le trouve en fait dans des inscriptions générales d'orientaux, notamment de Syriens. Et ce nom dériverait de la divinité phrygienne Sabacios, dont j'ai parlé au tout début avec l'épisode de Valère Maxime. C'était un nom qui était très répandu parmi les esclaves d'origine syrienne à Rome, notamment au 1er siècle de notre ère. Donc à l'origine, ça ne fait pas partie de cette catégorie que l'on appelle les Sabbath names, auquel par contre appartient le cognomène Sabbatius que l'on trouve dans les inscriptions d'enfants. Là, Sabbatius dérive directement de Shabbat. Mais ce qui est intéressant, c'est donc ce cognomène sémitique, mais pas spécifiquement juif. Au 3e, 4e siècle, on le trouve essentiellement dans des inscriptions romaines juives. Et seulement, j'ai trouvé dans 2 inscriptions chrétiennes. Et donc là, on dirait qu'il y aurait... Excusez, pardon, chère Marie-Laure, il faudrait peut-être songer à conclure. Ah d'accord, désolée. À nous donner ensuite sur le chat afin de laisser un petit peu de temps. D'accord, oui, d'accord. Je voulais juste dire qu'il y aurait sans doute un glissement qui s'est opéré avec un rapprochement sémantique a posteriori entre le Shabbat et ce nom oriental qui n'avait rien de juif à l'origine. Et donc une assimilation en fait aux Sabbath names de la part des juifs romains eux-mêmes. Oui, je pense qu'on pourra revenir dans des questions sur le sarcophage qui est intéressant. Oui. Non, mais je vais pas continuer sur ces 2 épitaphes qui sont très intéressantes, mais ça me prendrait un peu de temps. Mais bon, cette épitaphe est vraiment très passionnante et c'est cette épitaphe qui m'a vraiment donné envie de travailler sur les inscriptions parce c'est un vrai casse-tête encore non résolu et par rapport justement au cognomina de cette petite fille. Mais j'ai passé à la conclusion. Donc l'étude des noms, donc majoritairement cognomina, mais on trouve aussi quelques nomina dans les épitaphes d'enfants à Vignarandani est extrêmement riche et elle s'inscrit dans des enjeux plus larges qui permettent de penser en fait l'intégration et l'acculturation des Juifs de Rome et dans le même temps la persistance d'une conscience en fait de leur identité spécifique, cette identité juive. Donc comme on peut voir par exemple dans cette très belle inscription avec toujours la menorah qui est au centre de l'épitaphe, qui coupe en fait l'épitaphe en 2 parce que
Donc, il faut la lire comme ça et puis ça continue. Donc, elle coupe vraiment le texte, l'image et ce qui est le plus important, clairement, dans l'esprit des dédicants. Et la menorah, on a un chauffard ici, étrog, loulav. Voilà, donc qui indique cette identité juive de manière assez évidente, mais sans qu'il y ait justement un hiatus, en fait, entre cette intégration que l'on trouve par cette présence écrasante, en fait, de cognominales d'origine latine, grecque, qui sont parfois, comme on l'a vu, remotivés. Et on trouve aussi justement des cognomina sémitiques, parfois aussi dans les mêmes inscriptions. Je ne l'ai pas évoqué parce qu'on ne pouvait pas s'éterniser dessus, mais il y a des inscriptions intéressantes où on a plusieurs membres de la famille, donc l'enfant, le père, le grand-père notamment. Et voilà, les générations différentes peut avoir un enfant qui a un cognomène sémitique et son père aura un cognomène latin ou grec. Et on peut avoir le grand-père qui a un cognomène grec et le père qui a un cognomène, par exemple, on a cette inscription, le grand-père Honoratus, le père Ruben et le petit-fils Honoratus comme son grand-père. Donc, c'est assez intéressant, ce choix de cognomina ne s'explique pas, on ne peut pas dire que voilà, les générations plus anciennes vont avoir des cognomina sémitiques et puis il y a l'assimilation et les enfants auront des cognomina latins ou grecs. C'est bien plus compliqué et plus intéressant à mes yeux. Il y a vraiment un choix, enfin, voilà, il n'y a pas vraiment... voilà, qui ne s'explique pas par une acculturation progressive de génération en génération, mais vraiment une coexistence de ces deux identités qui se mêlent. Donc, voilà. Bon, ben, Marie-Laure, justement, je ne voulais pas vous couper, mais vous remercier. C'était vraiment très, très intéressant parce que vous montrez bien qu'il y a une extrême complexité. Je voudrais donc vous remercier et demander aux participants de poser des questions, de poser des questions oralement. Et je voudrais aussi, avant, vous rappeler que la conférence se fait dans le cadre du cercle de généalogie juive, un cercle fort de plus de 700 adhérents, plus de 750, qui a de nombreuses richesses à vous offrir. Vous avez aussi des richesses à lui apporter. Sur le chat, vous trouverez l'adresse, c'est www.généalogie avec un j.org, également le site Facebook. Ceux qui ont laissé leur adresse ont bien fait. J'invite tout le monde à le faire. Nous pourrons vous contacter pour les autres conférences ou pour la mise en ligne. Et maintenant, donc, des questions. J'en aurai aussi, mais je laisse d'abord les participants, à Marie-Laure Rebora, si érudite et qui, pour tout le monde, ceux qui ont des ancêtres italiens ou ceux qui n'en ont pas, permet de comprendre les lieux où il vivait et mourait. Je vous écoute.